Parce que voir, c'est pas simplement voir si une relation va fonctionner, c'est aussi être capable, par exemple, pratiquement, sur le champ affectif, par exemple, d'interroger une dame sur pourquoi elle en est au 5e homme marié, par exemple. Sur pourquoi on en est au 3e alcoolique. Sur pourquoi on échoue systématiquement dans des relations affectives violentes ou humiliantes. Et ça, c'est des questions qu'on peut aussi trouver en voyance. Vous voyez, j'ai eu la chance de faire ce matin un travail qui était vraiment passionnant avec quelqu'un qui est un musicien, qui est un homme remarquable. Et il a un certain talent, il réussit, mais peut-être pas comme il aurait dû. Et nous avons travaillé sur la question de sa famille, la question de son père et de sa mère. Et il était vraiment très content, et moi aussi, parce que j'ai été capable de comprendre la double injonction dont il a été victime. C'est un homme dont la maman était très possessive. Il avait un papa très discriminé par la maman, qui n'avait pas de relation amoureuse avec lui, et qui traitait ce papa comme un gros chien de ferme. Vous voyez, on lui faisait pas de mal, mais enfin bon, il est là au bout de sa chaîne, on lui laisse un os de temps en temps, et qui vivait une fusion complètement fantasmée et évidemment très édipienne avec cet homme. Et il a toujours bien réussi, sauf qu'au dernier moment, il se saborde. Et en fait, la double injonction que j'ai énoncée ce matin, je lui ai dit, votre père, d'un côté, voulait que vous réussissiez parce qu'il a voulu être artiste, ce qu'il a reconnu, c'est ce que j'avais perçu. Il me dit, d'un autre côté, si vous aviez réussi, ça l'aurait tué, parce que la seule position qui lui restait, c'était sa réussite sociale à lui, parce que son papa a une réussite tout à fait honorable, et si vous aviez pu réussir socialement, vous l'auriez tué. Et là, il s'est effondré, il m'a dit oui. Et d'ailleurs, chaque fois que j'ai commencé à réussir, à avoir vraiment du succès, il a eu des problèmes très très importants. Voilà. Ça, c'est ce que la voyance permet de faire. Et lui, ça lui a permis de comprendre pourquoi il avait été une espèce de Porsche où on appuyait à la fois sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Alors bien sûr, je ne peux pas vous raconter en 10 minutes le travail qu'on peut faire en 1 heure parce que c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais la clairvoyance, ça permet aussi de lever ce type de problème. Parce que qu'est-ce qu'on voit quand on voit ? Ça, j'ai envie de dire, c'est la question que j'ai beaucoup aimé la lecture de Bertrand Meheust, que je vous recommande. Je vous recommande tous les ouvrages de Bertrand Meheust et tous les ouvrages de Rupert Sheldrake. Je crois que là, vous ne pouvez pas faire de mauvais choix. Et ce que Bertrand a été capable, qui est membre de l'IBI, bien sûr, a été capable de mettre en exergue à travers les différents travaux qu'il a faits, c'est qu'il y avait quelque chose de très voisin entre la mémoire et la voyance. Parce que quand je vous dis, on a des flashs, drôle d'expression, on se dit quoi, c'est visuel? Parce que souvent on pense que la voyance c'est visuel. C'est pas visuel, c'est pas que visuel. La voyance est une information qui se reconstruit exactement comme une remémoration. Par exemple, si là vous fermez les yeux, et si vous essayez de vous souvenir du moment où vous êtes arrivé dans cette salle, ou si on vous demande de décrire cette salle, si vous fermez les yeux, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un mélange entre peut-être une couleur, peut-être une idée de volume, peut-être une odeur, mais vous n'allez pas voir cette salle dans son intégralité, c'est pas vrai. Vous allez vous remémorer un espace. Et il va s'y mêler des choses tout à fait objectives. Par exemple, je suis arrivée dans un grand hall et au sol, il y avait de la matière. D'ailleurs, vous voyez, même moi, je suis incapable de le faire. Je pense qu'il y avait ou de la pierre ou du lino, mais en tout cas, il y avait quelque chose de clair au sol. Et puis, il va y avoir des informations subjectives. Cette salle est sympathique, je m'y sens bien. Ou au contraire, j'aime pas, il fait trop chaud, je me sens étouffée. Bon. Or, lorsqu'on pratique la clairvoyance, on se rend compte qu'il y a exactement le même mélange d'informations qui sont extrêmement objectives et d'observations qui ne le sont absolument pas. Lorsque j'ai donné à mes élèves à Bruxelles la photo d'un pavillon de banlieue qui était celui de Landru, il n'y avait évidemment aucune indication sur ce qui avait pu se passer d'atroce dans cette maison. J'avais le matin même téléchargé sur Internet la photo de la maison de Landru et je l'avais photocopiée. Or, 70% d'entre eux ont écrit sur leur copie ou le mot épouvante, peur, malaise, oppression, souffrance. Il y en a 4 qui m'ont décrit très précisément des scènes de meurtre. Et au fond, quand on met les copies bout à bout, on est absolument fasciné de voir
que si on mettait le récit de ces 10 copies bout à bout, on aurait toute l'histoire de Landru. L'un y voit un homme séducteur, abominable. L'autre y voit carrément des cadavres, quelque chose de scandaleux dans la cuisine. Je précise que mes élèves ne sont pas des voyants professionnels. Un est un monsieur qui a géré ses biens, une autre est assistante sociale, une troisième est enseignante, un quatrième est un bibliothécaire à la retraite, une cinquième travaille également dans le social. Donc ce sont des gens qui ne savaient pas qu'ils avaient des dispositions exceptionnelles. Et j'ai eu l'occasion également pour M6, il y a 3 ans, je crois maintenant, de me livrer à ce type d'expérience avec des volontaires qui avaient été choisis dans la rue, qui avaient accepté dans la rue de voir s'ils pouvaient développer leurs capacités. Et au bout de 4-5 week-ends, ils ont également eu des résultats extrêmement intéressants en télépathie. Or, qu'est-ce que voient mes élèves? Ils ne voient pas de meurtre dans la maison de Landru, mais je leur ai fait beaucoup travailler. Pendant plusieurs séances, je leur ai fait travailler la question de la remémoration. C'est-à-dire que lorsque nous développons notre mémoire, nous développons le support qui va permettre aux informations extrasensorielles de s'exprimer. Parce qu'au fond, on ne peut voir qu'à travers ce qu'on connaît et ce qu'on sait déjà, à travers ce que nous avons mémorisé. C'est pour ça qu'on ne voit aussi qu'à travers sa culture. Je me souviens avoir vu quelque chose d'assez bouleversant, c'est un reportage un peu sauvage qui a été tourné en Afrique avec un super voyant marabout qui dit à quelqu'un qui est cinéaste, qui parle à quelqu'un qui est cinéaste de la maison passive qu'il est en train de faire construire. Et cet homme dit, dans ta maison, il y a de l'eau, mais c'est toujours la même eau qui tourne. C'est un truc quand même extraordinaire. Les maisons passives étant des maisons où l'eau est recyclée, entre autres. Or, lui, il ne pouvait pas l'interpréter par rapport à sa culture, parce qu'au fin fond d'un village africain, il n'y a pas d'histoire comme ça. Vous voyez ? Or, on ne peut voir qu'à travers ce qu'on connaît. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas la clairvoyance, c'est ce qu'on peut en faire, parce que la clairvoyance, tout le monde peut arriver à la produire. Simplement, selon, je dirais, votre niveau de conscience, de centre d'intérêt, bah, vous verrez la couleur de la cuisine, vous verrez la couleur de la bagnole, ou vous serez capable de déceler les structures qui font, par exemple, que quelqu'un échoue. Bon. Mais nous ne pouvons voir qu'à travers notre propre matériel. C'est pour ça que je fais toujours faire beaucoup de remémorations à mes élèves. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les premières remémorations, avec des états, avec un peu de relaxation, bon, je précise des états, des exercices de relaxation très basiques. Hein, je ne cherche absolument pas à influer ni sur leur respiration, c'est vraiment des méthodes de relaxation qui sont utilisées, par exemple, quand on est enceinte, ou c'est des choses vraiment très basiques, mais que nous faisons en groupe. Hein. Et je leur demande au début de parler de leur premier amour, de parler de leur premier Noël, de parler de leur première institutrice. Et c'est extraordinaire parce qu'à la première séance, c'est des remémorations très pauvres. Et puis à la deuxième, on a la couleur de la robe de l'institutrice, on a des odeurs dans la cour, on a des prénoms de petits camarades, et puis on a des très mauvais souvenirs parce qu'on s'est fait gifler dans les toilettes, et puis on a un souvenir merveilleux, et puis on revoit des choses éblouissantes, on revoit une coccinelle dans un taille-crayon bleu, on revoit le petit lapin, l'image d'un petit lapin qu'on a reçu parce qu'on avait été bon élève en CE1. Et on se rend compte finalement de la banque de données extraordinaire que notre mémoire représente. Et lorsque mes élèves après travaillent sur des questions, eh ben c'est également à travers leur mémoire qu'ils la retrouvent. Et à travers, je dirais, le côté peu objectif de leur mémoire. Je crois que c'était le quatrième exercice de voyance. J'ai fait une photo de la bague de ma marraine. Ma marraine est morte il y a une vingtaine d'années maintenant. Et la bague en question, je précise, est une bague très muette, si je puis dire, dans la mesure où c'est un bijou tout à fait conventionnel qui ne donne pas beaucoup d'informations sur le niveau de revenu de la personne qui a ce bijou, sur ça n'a rien de remarquable. C'est trois diamants reliés, 3 petits diamants reliés sur un jonc en or blanc. Bon. Or, mes élèves il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que, par exemple, tous ont parlé de fiançailles brisées. Or, ma marraine était célibataire, elle ne s'est jamais mariée. Elle a été ce qu'il est convenu d'appeler une vieille fille. Tous.
La logique, compte tenu de cette bague, eût été qu'ils disent, on voit tout de même que c'est une bague des années 60, donc on peut imaginer que la personne est très âgée maintenant ou décédée. La logique eût été qu'ils disent, ah, elle a eu des enfants, elle ne s'est pas entendue avec son mari. Non. Le mot fiançailles brisées, pas d'amour, pas de vie sentimentale, solitude, seules ces expressions sont revenues, c'est quand même assez extraordinaire. Ça, c'était le tronc commun. Puis après, j'ai envie de dire, ils ont tous mis leur touche. Et là, on arrive à des choses vraiment intéressantes. J'ai parmi mes élèves un aristocrate, qui est un monsieur plein d'esprit, très distingué, belge, très distingué. Et ma marraine était une femme de forte taille physiquement, de forte corpulence, et elle a eu une vie professionnelle un peu exceptionnelle parce qu'elle a été chef d'entreprise, puisqu'elle dirigeait à Nice dans les années 60 une entreprise qui vendait du demi-gros en électroménager.